Salut à toutes et à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue en cette première Vinyl Calibre Story, aujourd'hui consacrée à Genesis. Genesis, la légende du rock progressif, la légende du pop rock en tout et pour tout. Si j'ose m'exprimer ainsi, là, le groupe à grande pointure anglaise. Alors Genesis, qui c'est, on va dire, c'est l'histoire d'un groupe de musiciens passionnés rencontrés en 1967 à la Charterhouse School, l'école de Charterhouse qui se situe au sud de Londres. Alors si on compose bien l'équipe du début, on y retrouve Tony Banks au clavier, Mike Rutherford à la basse, Anthony Phillips à la guitare, on y retrouve le premier batteur de Genesis, Chris Stewart, et enfin au chant, on y retrouve un ponte, maître Peter Gabriel. Genesis, voilà, ça c'est la première mouture de 1967. Et le groupe, au tout départ, fait connaissance, enregistre quelques démos, et en 1968, il signe d'abord un contrat sur le label Decca, et enregistre un 45 tours qui s'appelle In a Silent Salt, via on va dire une connaissance, un grand pote à eux qui s'appelle Jonathan King, et voilà, qui va flasher sur le groupe, flasher sur la virtuosité de ces 5 mecs-là, et qui va leur faire signer un contrat sur le label Decca, où sévit alors les Rolling Stones. Suite à ce 45 tours In Silent Sun, le groupe enregistre son premier album qui s'appelle From Genesis to Revelation, sorti l'année suivante en 1969. Mais voilà, l'album ne va pas spécialement rencontrer de succès, ça va même carrément être un flop. From Genesis to Revelation ne marchera pas, tout précisément, parce que les titres, on va dire, sont plus ou moins bons. L'album est assez bancal, on va dire. C'est, on va dire, une sorte de mélange entre pop et folk, ce qui se faisait très en vogue à l'époque. Et suite à ça, les membres de Genesis se sentent plus ou moins manipulés par Jonathan King, qui vient juste de les faire signer, qui est juste là, lui, pour faire un petit peu le manager, quoi, c'est-à-dire pour récupérer les royalties durement gagnées par le groupe. Le groupe alors connaît alors sa première fracture, déjà avec Jonathan King, qui décide carrément de se séparer de lui, et du premier batteur Chris Stewart. Il se sépare aussi de ce dernier pour diverses raisons, et lui manquant d'ailleurs, lui reprochant un petit manque de technique. Et pour cela, ils engagent alors le basseur John Mayhew, Tony Stratton Smith, alors qui vient de fonder le label Charisma Records, un label spécialisé dans le rock progressif, où sévit déjà alors Vandergraaf Generator, est subjugué par le groupe et leur fait signer un contrat. Et en 1970, le groupe retourne enfin en studio pour le label Charisma Records, et ils enregistrent ceci, l'album Trespass. C'est un album qui donne le ton déjà. Là, on sent déjà du pop folk remonter au rock progressif. Voilà, c'est un superbe album. Un album qui malheureusement ne rencontrera pas vraiment son public. C'est dans cet album, ce second album de Genesis, qu'on trouve une des premières grandes pièces de l'ère Gabriel, un morceau qui s'appelle The Knife. Voilà, 1970, l'album Trespass. On continue avec une troisième cassure. John Mayhew, apparemment, ça le fait pas non plus. Peter Gabriel, Tony Banks et Mike Rutherford lui reprochent un certain manque de technique, et il va y se passer quelque chose de plus dramatique. Anthony Phillips, le premier guitariste de Genesis, va s'en aller. Il est rongé par le trac, il a le trac sur scène, ça le bloque. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est des choses voilà, comme ça qui se passent. Les trois Genesis sont un petit peu peinés, sont complètement dans le flou.
remettent un petit peu le groupe en selle et passent de nouvelles auditions. Ils passent une annonce d'ailleurs dans le Melody Maker. Alors qu'est-ce que c'est que le Melody Maker? C'est, on va dire, c'est un petit peu le rock and folk anglais, quoi. C'est dans les années 70, les rockers, les musiciens, tout le monde achète Melody Maker et ils passent une annonce. On cherche un guitariste et un batteur sensible à la musique, aux morceaux longs et à la guitare 12 cordes. Apparaît alors Steve Hackett. Steve Hackett, eh ben c'est lui. C'est un guitariste absolument prodigieux, un guitariste absolument phénoménal, beaucoup plus technique qu'Anthony Phillips d'ailleurs. Le groupe ne s'y trompera pas quand ils engageront Steve Hackett. Et évidemment, ils vont engager un batteur. Et ce sera pas n'importe lequel celui-là. C'est un batteur et qui plus est un chanteur qui va marquer l'histoire du rock progressif, de la pop rock pour les générations à venir. C'est Phil Collins. Phil Collins n'est pas tout à fait un inconnu au début des années 70 puisqu'il joue déjà dans un groupe qui s'appelle Flaming Youth, un groupe on va dire rock très emprunté du fin des années 60, début années 70. Et c'est Phil Collins qui va décrocher la timbale lors des auditions. Alors, selon les propos de Phil Collins tenus dans son livre Not Dead Yet, pas encore mort, sorti il y a de cela 3 ans, il dit que il aurait passé l'audition haut la main, voilà, sans en faire des caisses sur son niveau technique. Il aurait entendu les morceaux de loin en faisant quelques longueurs dans la piscine de la maison où répétait le groupe, et c'est comme ça qu'il a décroché le poste. Alors, on reconstitue l'équipe de 1971. Il y a donc Phil Collins et Steve Hackett fraîchement arrivés pour Genesis et bien sûr Peter Gabriel, Tony Banks et Mike Rutherford. Le groupe est enfin prêt et c'est en 1971 qu'ils enregistrent ceci, Nursery Crime. Voilà. Et là, ça c'est une pièce maîtresse du rock progressif. Là, on y est, quoi. Là, cette fois-ci, ça ne déconne plus. Là c'est, on est carrément, c'est du très très grand art. Voilà, on est en 71, Nursery Crime. Et pour la toute première fois, eh ben, Genesis va faire vraiment parler de lui, tant par sa musique que, on va dire, par le jeu subtil et fin de Phil Collins à la batterie et le jeu subtil de Steve Hackett. Deux choses qui n'étaient pas spécialement perceptibles dans le Genesis des 2 premiers albums. Voilà, je le remontre. Nursery Crime, 1971. On est en 1972 maintenant. Donc c'est vous dire si Genesis, eh ben voilà, le groupe enregistre tout de même assez vite. Le groupe est très très inspiré. Et c'est en 1972 qu'ils vont enregistrer cet album, Foxtrot, où figurent 2 pièces maîtresses du groupe, à savoir Watcher of the Skies, qui ouvre l'album, et un morceau qui fait toute une phase d'album qui s'appelle Supper's Ready, qui fait plus d'une 20aine de minutes. C'est un morceau génial. Foxtrot remporte un succès, mais là où le groupe va asseoir sa réputation, c'est sur ses prestations live, déjà par sa musicalité immense et surtout par le jeu de scène de Peter Gabriel qui va commencer à porter des masques de renard, qui va d'ailleurs emprunter une robe de sa femme pour les biens de la scène. Alors, quand le Peter Gabriel a commencé d'ailleurs à cette époque à faire ce genre de prestations scéniques, il a fait ça, on va dire, un petit peu en douce. On va dire qu'il avait tout ça dans la loge. Il est revenu sur scène avec la robe de sa femme et sa tête de renard. Et les membres l'ont regardé et ont dit mais pourquoi t'as fait ça et tout. Et il s'est dit bah imaginez les gars, si je vous avais prévenu un petit peu avant, bah les gars non, vous m'auriez tout simplement dit non. Bon. Ce qui peut se comprendre, quand on connaît un petit peu l'extravagance des groupes qui se faisaient alors dans le glam rock de l'époque. Parce qu'on est en 72, le glam rock
remporte un grand succès aux États-Unis. Il y a le rock progressif bien sûr, mais le glam rock remporte un illustre succès avec T-Rex, David Essex et bien sûr David Bowie. On est en 1973. Le groupe a du succès en Angleterre, a du succès un petit peu en France. Le groupe commence un petit peu à tourner en Italie, en Allemagne, mais pas encore aux États-Unis. Et en 73 sort un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre mot. Selling England by the Pound. Voilà, ça c'est un album majestueux du rock progressif. Des années et des années plus tard, et même maintenant aujourd'hui, on parle encore de Selling England by the Pound. En ce qui me concerne, c'est mon album préféré de l'ère Peter Gabriel. Voilà, Selling England by the Pound, où il y a 8 morceaux, 8 bombes. Rien que l'ouverture avec Dancing with the Moonlight Night, on tient un chef-d'œuvre absolu du rock progressif. C'est majestueux. Il y aura l'un des premiers singles du groupe, un single qui va faire pas mal de succès, qui s'appelle I Know What I Like. Dedans, il y a un morceau qui s'appelle Fierce of Fierce, avec une merveilleuse intro signée Tony Banks au piano. Voilà, Genesis, Selling England by the Pound. Le disque va connaître un beau succès, superbe. Le groupe va commencer à tourner de plus en plus, avoir une aura. C'est vraiment, c'est une pièce maîtresse, une majestueuse pièce. Voilà, Selling England by the Pound, je le remonte, 1973. Le groupe a un tel succès, ça, personne ne peut en douter, mais apparaissent aussi, on va dire, les premières tensions. On sent que Peter Gabriel a une telle place sur scène. Il a une telle présence, un tel charisme, qu'il fait de l'ombre, on va dire, aux autres membres du groupe. Et que faire? Pendant ce temps-là, Peter Gabriel commence à écrire quelques textes par-ci par-là. Et entre deux, il s'est fiancé, il s'est même marié avec sa première femme, et ils vont avoir leur premier enfant. Peter Gabriel va avoir sa première fille qui s'appelle Mélanie, qui l'accompagnera quelques années plus tard, Mélanie Gabriel. Mais hélas pour cette dernière, du moins pour sa femme, l'accouchement se passe très mal. Mélanie a quelques petits problèmes de santé, voilà. Et le groupe en parallèle écrit cet album The Lamb Lies Down on Broadway, un concept album qui raconte l'histoire de Raël. C'est un personnage fictif qui est perdu dans les rues de New York. C'est aujourd'hui considéré aussi comme un grand must du rock progressif. Alors en ce qui me concerne, moi personnellement, c'est pas mon album préféré. Il y a d'excellents morceaux, évidemment, comme le morceau The Lamb Lies Down Broadway, qui ouvre l'album, des morceaux comme Cuckoo Cocoon, comme Carpet Crawlers, évidemment, qui finira l'album, mais j'en veux pour preuve, je l'ai pas en vinyle, je l'achèterai, peut-être qui sait un jour, mais c'est quand même un album qui vaut son pesant. Je trouve quand même que sur The Lamb Lies Down Broadway, la musique a un petit peu vieilli. Le groupe part en tournée, et là, c'est pas une petite cassure qui va y avoir, c'est une très grosse, une immense cassure, une immense perte. Peter Gabriel, lors de la tournée, annonce à ses camarades qu'il va quitter Genesis. Le groupe est sous le choc, mais est à la fois aussi un petit peu soulagé, car Peter Gabriel leur faisait un peu d'ombre quand même. On va dire que lorsqu'il y avait des interviews de Genesis, c'était toujours Peter Gabriel qu'on allait voir. Le public allait voir qui en premier? Peter Gabriel. Donc le groupe en avait un petit peu assez, et Peter Gabriel en avait un petit peu assez de toute cette logistique, on va dire. Voilà, il décide de partir de Genesis. Il décide quand même de poursuivre, de faire jusqu'à la fin la tournée The Lamb Lies Down Broadway. Voilà, qui s'étalera quand même sur un petit peu plus d'1 an. Peter Gabriel parti, et
c'est, on va dire, quelque chose qui doit rester secret. Hélas, Melody Maker, le journal dont j'ai parlé quelques minutes avant, vend la mèche. Et Genesis est un petit peu, on va se dire, qu'est-ce qu'on va faire sans notre emblématique leader? Phil Collins leur impose au départ, dire, bah, on n'a qu'à continuer, mais faire du Genesis en version instrumentale. Quoi? Hors de question, on va embaucher un nouveau chanteur. Se passent alors quelques auditions, et des auditions, on va dire, qui seront pas concluantes, qui vont d'ailleurs être catastrophiques, hein. Voilà, on va dire, selon les propos de Mike Rutherford, le jour où on a passé ces auditions, on avait affaire à quelques excentriques qui se prenaient plus ou moins pour Peter Gabriel. Bon. Et puis, il va se passer quelque chose de magique. On est en 75. Phil Collins dit à Tony Banks, Mike Rutherford et Steve Hackett de dire allez, je vais faire un petit essai, ras-le-bol de ces auditions qui ne mènent à rien. On va passer passez-moi la bande du morceau Squonk et je vais voir si je peux arriver à chanter. Le morceau passe, Phil Collins chante et là, que dire? C'est la pure magie. Ce sera donc Phil Collins qui sera le nouveau chanteur de Genesis. Les essais sur Squonk ont été tellement concluants qui prendra le rôle de chanteur pour les albums à venir et notamment pour ce premier album sans Peter Gabriel, A Trick of the Tail. Et on peut se dire qu'après le départ de Peter Gabriel, on donnait pas vraiment cher de la peau de Genesis. Et ben quand on écoute le disque, et ben oui, là on dit ils ont vraiment gagné leur pari. Le groupe l'emporte haut la main, c'est magnifique, c'est somptueux. C'est magistral. Qui l'eût cru? C'est un grand miracle. Voilà, A Trick of the Tail de 1976. C'est un morceau où il y a des morceaux absolument somptueux comme le morceau titre, A Trick of the Tail, un beau morceau qui s'appelle Los Andos qui vient finir l'album. Il y a un morceau que je trouve génial qui s'appelle Robbery, Assault and Battery. Voilà, A Trick of the Tail de Genesis, 1976. Le groupe tourne à plein régime après le succès de ce premier album sans Peter Gabriel. Ils ont prouvé à la terre entière qu'ils pouvaient s'en sortir seul en emblématique leader. Et évidemment, Phil Collins sur scène ne peut pas tout faire, hein, évidemment. Pour les prestations scéniques, ils embauchent dans un premier temps le batteur Bill Bruford, un grand batteur qui a déjà fait ses armes, notamment dans King Crimson. On est en 1977 et sort l'album Win and Retring. Et là, on va dire que c'est aussi un chef-d'œuvre. Voilà, le groupe déborde de créativité. Voilà, c'est un groupe très soudé. Voilà, Win and Retring sorti en 77. Toujours sur le label Charisma Records, et ce sera le dernier album enregistré avec Steve Hackett, puisque juste après l'enregistrement de cet album, Steve Hackett va quitter le groupe. Entre deux va sortir ce double album live là qui s'appelle Six Guns Out, qui sera en fait un live enregistré à Paris. Six Guns Out, un superbe album live. Steve Hackett, va claquer la porte. Le groupe se retrouve à 3 et pour les futures prestations scéniques, le groupe va désormais faire appel au batteur Chester Thompson, un batteur notamment connu pour avoir participé au sein du groupe Weather Report. Voilà, un batteur très orienté jazz rock. Et à la guitare, ils vont faire appel à Daryl Stuermer, qui est un guitariste pour notamment jouer avec le violoniste de jazz rock aussi, Jean-Luc Ponty, et le chanteur Gino Vanelli. Voilà, juste après le départ après l'album The Lamb Lies Down on Broadway, on n'avait plus de nouvelles de Peter Gabriel. On se dit mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pour mieux rebondir. Voilà, Peter Gabriel revient en 77 avec son tout premier album solo. C'est l'album où on y trouve son premier gros titre, Salisbury Hill. Voilà. Et là,
album absolument somptueux. Alors Peter Gabriel le prouvera par la suite, c'est on va dire un petit peu un touche-à-tout, un expérimentateur on va dire. Le voilà avec son premier album sorti en 1977. Voilà, qui rencontrera évidemment un très gros succès. Le groupe Genesis évidemment se retrouve en studio sans guitariste et on va dire sans Steve Hackett. Il se retrouve maintenant désormais plus que toi. En 78 sort alors And Then They Were Free, ce qui peut se traduire et maintenant on est trois. Voilà, Genesis avec ce sublime album, avec un gros single qui marchera très bien, qui s'appelle Follow You, Follow Me, qui marchera notamment très bien aux États-Unis. Il y aura aussi un magnifique morceau qui s'appelle Undertow. Genesis, And Then They Were Free, 1978. Peter Gabriel, lui, n'est pas en reste. Et sortira aussi en 78, c'est vous dire s'il se tire la bourre, cet album avec deux très gros morceaux, à savoir On the Air et DIY, ce qui peut se traduire par Do It Yourself. Steve Hackett non plus ne sera pas en reste, puisque sa carrière solo ayant démarré en 75 avec Voyager of the Acolyte, il était encore au sein de Genesis. Nous sommes en 78, il sort cet album aussi qui s'appelle Please Don't Touch, toujours en 1978, entouré entre autres de deux membres de Kansas, à savoir le batteur Phil Hayhart et le chanteur, l'emblématique chanteur de Kansas, Steve Walsh. Genesis tourne, enregistre, tourne encore et encore. Voilà, les années 70 sont absolument bénéfiques, mais Phil Collins ayant plus ou moins pris les rênes au sein du groupe, c'est comme lui qui chante, c'est comme lui qui joue de la batterie, c'est un personnage, on va dire, assez emblématique dans Genesis. Il décide un petit peu de continuer sur la veine progressive, mais on va dire de toucher à autre chose, c'est-à-dire d'emmener Genesis, on va dire, vers un plus grand public, on va dire un public plus pop. En 1980 sort alors l'album Duke, et là on est toujours dans le registre prog, en témoigne l'ouverture avec Behind the Line et le morceau Duchess, mais on sent évidemment les morceaux pop comme Misunderstanding et Turn It On Again qui remporteront un très gros succès. L'album est disque d'or, disque de platine. Duke 1980 va connaître un gros succès. Voilà, le groupe va commencer à remplir des salles de plus en plus grandes. C'est pour moi un des plus beaux albums, on va dire, de l'ère Tony Banks, Mike Rutherford, Phil Collins, voilà, quand ils se retrouvent en trio. Voilà, Duke, Genesis, superbe album. Voilà, on se quitte là-dessus pour cette première partie consacrée à Genesis. On se retrouve très prochainement pour ce groupe qui, au fil des années, n'aura pas fini de nous surprendre. Je vous embrasse tous très fort, à très vite. Ciao.